Aujourd'hui, nous allons parler du numérique dans la défense, de la fashion tech et de l'association des internets. Bienvenue dans Club Internet. Bonjour à toutes et à tous, c'est Julien de Numérama et nous sommes ici pour le numéro 4 du podcast Club Internet, la grosse référence écoutée par des millions de personnes dans le système solaire et dans toute la galaxie sur la culture, la tech et toutes ces choses un peu bizarres. Et j'ai à ma gauche Corentin Durand de Numérama qui va donc nous parler d'un sujet fort mirobolant. J'ai en face de moi Nelly. Bonjour Nelly. Bonjour. Et qui est toujours avec nous pour nous partager des dossiers complètement stupéfiants. Et j'ai à ma droite notre invité très spécial de cette édition qui est Amélie des Internets. Bonjour Amélie. Bonjour, feu spécial hein. Spécial moins quand même. Spécial, mais si spécial quand même. Très très spécial. Très très spécial. Et nous retrouverons Amélie tout à la fin de ce podcast pour justement discuter de l'association Les Internets que vous avez pu voir dans quelques articles sur Numérama, mais du coup on va aller plonger un peu plus dans le background de l'association. Voilà. Du coup, on va tout de suite passer aux news et c'est donc les news. Les news, on va commencer par ma vie personnelle, c'est-à-dire mon retour de Munich. J'étais à Munich hier, non pas pour des vacances, parce que c'est une ville qui est pas géniale. Hein. On va pas dire Munich genre 4 sur 10 sur l'échelle des villes. J'y étais pour la GPU Tech Conference, c'est-à-dire une grosse conférence sur les GPU. Alors les GPU, on va être très très rapide, c'est des unités de calcul graphique que l'on trouve dans les cartes graphiques, donc par exemple celle de Nvidia ou celle d'AMD, en l'occurrence celle de Nvidia parce que c'est eux qui ont organisé la conférence. Et un GPU, alors ça a été quelque chose qui a été longtemps considéré comme un outil pour les gamers qui jouent aux jeux vidéo et qui les utilisent pour afficher leur écran, leur jeu, leurs beaux pixels, etc. Et en fait, depuis quelques années, Nvidia travaille à transformer la puissance de calcul graphique d'un GPU en une unité de calcul tout à fait traditionnelle, c'est-à-dire que en gros, ils ont créé un moteur qui permet à un GPU de calculer des opérations tout à fait classiques. C'est-à-dire que le GPU peut remplacer le CPU, donc les processeurs, ceux qui sont aussi construits par Intel, AMD et d'autres, pour des calculs, par exemple, pour faire quoi? De l'IA, par exemple. Donc on peut retrouver des GPU derrière des cerveaux de robots. On peut retrouver aussi des GPU sur des systèmes de reconnaissance faciale. On peut retrouver des GPU, et c'est là où je voulais vraiment en venir, parce que c'était le point de Nvidia pendant toute cette conférence, pour la voiture autonome. Et oui, alors on le sait pas trop, mais Nvidia a gagné énormément en valorisation boursière ces derniers mois pour une très bonne raison, c'est parce que ils ont réussi à convaincre les géants de l'automobile que leur GPU était efficace donc pour les voitures autonomes. Donc c'est-à-dire un GPU ça va pouvoir voir ce qu'il y a devant la voiture, prendre tous les éléments de la circulation, par exemple regarder les piétons, regarder les vélos, regarder la vitesse des gens, et du coup on arrive à une situation où le GPU devient la pièce maîtresse de la voiture autonome. Et qui, du coup, en fait, c'est un peu le cerveau. Si les capteurs sont les yeux de la voiture autonome, le GPU devient le cerveau de la voiture autonome. Et on va se retrouver à une situation où Nvidia est en situation de quasi monopole en fait sur ce marché, parce que ils ont ils ont le matériel à embarquer dans les voitures le plus puissant au monde. Et du coup, écoutez, ça plaît beaucoup aux constructeurs parce que les partenariats se multiplient. On sait que Tesla les utilise, on sait également que Ford les utilise, que Mercedes les utilise, et en fait la liste est très très longue. C'est aussi eux qui sont derrière les technologies qu'on va appeler de robotaxi, donc celle d'Uber, celle de Lyft, mais en fait il y a une trentaine de startups qui travaillent là-dessus pour que les taxis soient à terme, alors on va pas dire dans 5 ans, mais peut-être dans 10 ou dans 15 ans, conduits uniquement par une intelligence artificielle derrière le volant. Voilà, donc c'était un peu ma petite news Munich GPU Tech. Des problèmes qui sont
éminemment contemporain parce que la voiture autonome, malgré tout, ça arrive. Hein, on croyait que c'était un rêve à un moment, mais là, on est vraiment dans l'actuel. Hein, on a pu en essayer à Munich. On peut déjà faire rouler des Tesla. Enfin bref, c'est quand même quelque chose qui va arriver. Et les acteurs autour de cette technologie sont parfois bien plus éloignés de la voiture qu'on le pense. Et donc, c'était le cas de Nvidia avec ses GPU. Deuxième petite news qui est fort dans l'air du temps, j'ai envie de parler de Mark Zuckerberg et d'Oculus. Alors, Oculus, est-ce que ça vous parle ? Non, autour de la table, ils sont tous en train de dormir. On dort, c'est le matin. Alors, il faut préciser qu'on enregistre le matin. Voilà, c'est la première fois qu'on enregistre à 10h, donc j'ai 3 personnes qui ne veulent pas écouter ce qu'on raconte. Je rigole. Donc, Oculus, ça vous parle, évidemment. C'est ceux qui ont créé l'Oculus Rift, hein, donc le casque de réalité virtuelle qui a relancé la réalité virtuelle en 2012 avec un proto en 2013 de mémoire et un kit de développement aussi dans ces eaux-là. Sauf que c'est un casque qui est sorti très très cher. Hein, on parlait de plus de 500 €, donc ça a un peu refroidi les ardeurs des gens et surtout avec pas vraiment beaucoup de contenu depuis la sortie des casques. Hein. C'est le gros problème auquel l'industrie fait face en ce moment, c'est qu'on a un réel manque d'intérêt pour les casques de réalité virtuelle parce que quand on demande quelle est l'expérience qui va te faire changer d'avis et te faire passer à la caisse pour un casque de réalité virtuelle, les gens répondent je sais pas trop. Voilà. Donc Mark Zuckerberg a été sur la scène pour présenter Oculus, hein, qu'il a racheté après avec Facebook, et il était donc sur la scène d'Oculus et il a pu parler un peu du futur d'Oculus, qui va devenir une entreprise qui se veut extrêmement grand public, hein, alors qu'elle était un peu dédiée aux nerds et aux joueurs pour l'instant. Comment ? Alors, il a proposé un nouveau type de casque. Alors, c'est un casque qui a pas besoin de smartphone, qui a pas besoin d'ordinateur, qui a toute son intelligence, on va dire, embarquée à l'intérieur. Donc c'est un casque sans fil également, donc on résout quand même pas mal de problèmes d'accessibilité des casques traditionnels qui étaient quand même un peu pénibles à porter. Et il repose exclusivement, du coup, parce que pas d'ordinateur, pas de smartphone, sur un store Oculus qui va être dédié et sur lesquels les développeurs, les créateurs de contenu, etc. vont pouvoir du coup proposer leurs applications, leurs jeux, leurs films, bref. Tout ce qu'on peut imaginer dans un écosystème en réalité virtuelle. Le truc, c'est que du coup, on arrive dans une situation où, évidemment, ce casque est vendu extrêmement peu cher. Hein. On parle d'un casque sous la barre des 300 €, donc on est autour de $200, 300 €. Je pense que ça va être à peu près le ratio quand il va débarquer en France. Et on est donc sur un casque qui, malheureusement, part avec tous les défauts des autres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contenu. Donc on va devoir un peu attendre avant de voir jusqu'où Mark Zuckerberg veut aller avec cette nouvelle génération de réalité virtuelle, mais en tout cas le garçon a beaucoup d'espoir parce que il dit j'ai envie que 1 milliard de personnes soient utilisateurs de la réalité virtuelle. Évidemment il donne pas de précision et 1 milliard de personnes c'est à peu près je crois la moitié du chiffre des utilisateurs de Facebook. Donc en gros il estime qu'une personne sur 2 qui a Facebook utilisera un casque de réalité virtuelle, par exemple je sais pas, peut-être pour communiquer avec des amis à l'étranger. Vraiment j'en sais pas plus sur ce qu'il a dans sa tête, mais en tout cas est-ce que ça vous paraît quelque chose de faisable pour vous dans ces conditions-là ? En tout cas, s'il vise un tel objectif, c'est sûr que ça pourrait être intéressant pour lui de s'appuyer sur la base de Facebook. Ça me semble un bon moyen. Alors, comment il pourrait lier le casque au réseau social ? Ça, c'est un peu la question que je me pose. Oh, il a déjà une application un peu creepy de rencontres sociales. Oui. Alors ouais, c'est pas de la rencontre au sens Tinder et compagnie, mais c'est vraiment rencontrer vos amis dans des espaces un peu bizarres en 3 dimensions, un peu comme Second Life, mais version Facebook. Alors les gens qui l'ont essayé étaient unanimes sur le sujet, hein, creepy. Voilà, donc c'était la première réponse. Alors on espère qu'il a mieux pour sa deuxième version, mais en tout cas moi pour avoir suivi la réalité virtuelle depuis le début et avoir été assez enthousiaste et puis un peu maintenant je trouve que c'est un peu surfait, même si ça a pas mal d'applications professionnelles qui commencent à émerger. Je me demande s'il va réussir à en faire quelque chose de vraiment très très grand public, et là je trouve qu'il y a vraiment un challenge qui dépasse la seule technologie en fait. C'est convaincre quelqu'un
de mettre un casque. T'as déjà essayé, Amélie ? Jamais essayé la réalité virtuelle, mais je sais pas trop si ça me... Enfin, d'un côté, ça me tente parce que j'ai vu des gens filmer en train d'être en réalité virtuelle et c'est juste incroyable. Mais je sais pas trop comment je réagirais et tout. Ok, bon, il faudra qu'on te fasse tester un jour alors, parce que c'est vrai que les premières fois en réalité virtuelle, c'est toujours très impressionnant, et à la fin, on se demande si c'est pas un gadget qui va reposer dans un tiroir pendant les 10 prochaines années. C'est ça, c'est qu'en plus 300 €, bon, c'est beaucoup plus grand public que 500 €, mais ça reste quand même une somme, donc ça va être effectivement un cadeau de Noël ou quelque chose comme ça, et faut que ça soit entre guillemets rentabilisé. Un réseau social, aujourd'hui tout le monde a un téléphone, tout le monde a un ordinateur. Investir dans un casque, c'est autre chose, quoi. Donc 1 sur 2, je trouve ça quand même très très ambitieux, mais... je suis assez d'accord. Et donc si on t'offrait ça en cadeau de Noël, qu'est-ce que tu dirais ? Chouette. Ouais, du coup, je serais un peu genre, ok, je vais l'essayer maintenant, parce que je sais pas trop à quoi ça ressemble, mais d'accord. Ok, ouais, je comprends. Est-ce que tu veux me l'offrir pour Noël, du coup, c'est ça ? Peut-être, on ne sait pas. On fait déjà les listes sur Numérama, on est qu'en octobre, c'est un peu tôt quand même. Mais oui, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que ça peut être une sorte de cadeau, et je vois mal quelqu'un se diriger instinctivement et seul vers la réalité virtuelle, en fait. C'est plus, j'ai l'impression qu'il y a plus quelqu'un qui doit apprendre à quelqu'un d'autre, lui dire tiens, regarde, c'est génial, machin. Et pour l'instant, c'est pas le cas, parce que les gens qui ont testé la réalité virtuelle sont plus ou moins déçus, en fait, par l'expérience, et ne sont pas des évangélistes, en fait, de la technologie. Voilà, c'était peut-être tout ce qu'on avait à dire sur le sujet. On souhaite bonne chance à Marc, qui va avoir bien du travail dans les années et les mois qui viennent. Et on passe à la 3e news. Alors, une petite news cette fois, hein, c'était sur Google, qui a présenté... à Londres, nous y étions aussi, c'est Google Home Mini. Donc le Google Home, on vous en a parlé pas mal sur Numérama, donc c'est une petite enceinte connectée qui permet de faire des tas de trucs, mais notamment de la domotique, hein, contrôler des lampes, contrôler un tas de choses dans votre chez vous. Et Google a sorti une version mini qui a déjà un petit problème. Alors peut-être tu vas pouvoir nous en parler, Corentin, parce que c'est toi qui a fait la news dessus. Non, il me fait non de la tête, mais tu peux dire non tu peux dire non dans le micro, hein, les gens peuvent t'entendre, ils ont le droit. D'accord, donc c'est pas toi. Donc c'était Nelly qui avait newsé dessus. Alors quel est le problème de Google avec ses mini ? Alors en fait, c'est un journaliste anglo-saxon qui a découvert que son Google Home Mini enregistrait en continu. Donc il était un petit peu surpris puisqu'il n'avait pas donné l'ordre. Surprenant. Voilà, surtout qu'il l'avait, les informations sont bonnes, installé dans sa salle de bain. Donc c'est un petit peu peut-être ennuyeux pour lui que tout ce qu'il ait pu dire ou faire ait été enregistré, et il a découvert ça en fait en allant dans son espace personnel sur Google, c'est bien ça, hein, si je dis pas de bêtises. Il y a un endroit où on voit tout ce que on voit son activité, et il s'est aperçu que le Google Home enregistrait régulièrement ce qu'il faisait, et en fait le problème était apparemment technique et venait de l'écran tactile. Ah ouais. En fait l'écran tactile il fonctionnait pas bien, et il faisait comme si il était en fait activé en permanence, donc ça déclenchait l'enregistrement. D'accord. Alors c'est intéressant parce que Google a beaucoup fait sur le design, sur ce petit truc. Il a été assez publicité, en fait. Les gens disent oh il est mignon, machin. C'est un petit galet, en fait. Et l'écran tactile dont tu parles, c'est même une surface tactile en tissu. Donc ils ont mis un tissu par-dessus pour le rendre un peu plus classe et un peu plus acceptable dans un intérieur. Et j'ai l'impression que cette innovation du coup n'est pas encore au point. Après, c'était pas un énorme nombre de Google Home. Je crois que j'avais mentionné dans l'article, ça se comptait en 1000, quelque chose comme 4000. Bon, ça peut paraître énorme, mais... C'est pas mal quand même, hein. C'est pas mal, parce que c'est un produit qui est pas encore ultra répandu, donc si les 4000 premiers ont un problème, ça fait... oui, c'est vrai que ça commence à faire. Ça fait tâche, on va dire, ça fait tâche. Alors, petite mise à jour sur ce sujet, Google a dit qu'effectivement, il corrigerait très vite ce truc-là, parce qu'ils ont reconnu qu'il y avait un problème, hein. Un Google Home n'est pas censé vous écouter 24 heures sur 24, il est censé vous écouter quand vous dites la commande « Dis Google ». J'en ai déclenché 15 dans la rédaction, et c'est tout en fait. Il y a censé avoir un bouton on/off, donc c'est pas du tout le comportement normal du Google Home. Bon ben voilà, on a hâte de voir un Google Home Mini à Numérama, hein, pour voir s'il va écouter toutes nos conversations ou pas. C'est quelque chose que tu as chez toi Je vais passer vraiment pour la fille genre technophobe, mais non, en fait, à part un ordinateur, je fais pas grand-chose. C'est très très bien. Et voilà, non mais j'aime beaucoup ce genre de point de vue, parce que si t'as pas grand-chose, mais est-ce que ça te parle ? En fait, alors il y a quelques années, j'aurais été hyper enthousiasmée, et ouais, le progrès, et en fait,
plus ça va et plus je me pose des questions sur la vie privée, sur liberticide, non liberticide, enfin ce genre de choses. Et du coup, enfin c'est des réflexions que j'ai. Donc en fait, j'ai une part de moi qui est toujours un peu dans ce truc, waouh, c'est trop bien, on peut commander plein d'objets, etc. Et il y a un moment où je me dis, mais en même temps, aller chercher son truc dans son frigo et faire ses courses en faisant son inventaire soi-même, et ben c'est pas non plus. C'est pas hors de portée. Voilà. D'un humain. Donc en fait, voilà, je suis un peu partagée vis-à-vis de tout ça. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça veut dire que tu as eu une sorte de prise de conscience qui a été progressive ces dernières années ou peut-être une meilleure connaissance de la technologie qui est... Ouais, je pense que c'est ça. Je sais pas exactement s'il y a eu un point, enfin tu vois, s'il y a eu un déclencheur, mais en fait, ouais, j'ai commencé à me poser des questions, notamment ce que je mettais sur le net aussi. Enfin, moi sur Twitter, je suis très, enfin voilà, je raconte un peu ma vie pour le dire, pour le dire sommairement, mais ouais, mais voilà, à différents degrés, mais je fais attention, enfin je me Google assez régulièrement en fait. C'est un truc qu'on m'avait conseillé en études, j'ai fait de la com et on me conseillait souvent justement de se googler pour savoir ce qui ressortait. Okay. Bon, ça va globalement. Pour l'instant, ça va. Alors on invite normalement, tous les lecteurs. Normalement, il n'y a pas trop de soucis, mais voilà, on sait jamais et du coup, voilà, faut faire gaffe quoi. Ok, bon, le fin mot de cette histoire, c'est googlez-vous régulièrement pour assurer votre comment on appelle ça, vie privée, le droit de l'oubli. Oui, c'est ça, la réputation en ligne, vie privée, droit à l'oubli. J'ai pas le terme juridique. Question très très importante aujourd'hui. Et voilà, c'est terminé pour les news. Hein. On a plein de sujets exceptionnels à vous partager et ça va être donc dans la rubrique Ça fait réfléchir. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Frandroid, le média dédié aux passionnés d'Android et des nouvelles technologies. Sur notre chaîne YouTube, vous retrouverez tout ce qui fait l'actualité d'Android et du monde de la tech, des prises en main et des tests de tous les derniers produits. Vous trouverez aussi des speed tests et des comparatifs, mais également des guides d'achat, des tutos et des astuces pratiques. Vous pouvez aussi participer en direct à notre émission TechPaf en réagissant sur les réseaux sociaux et en partageant vos coups de cœur et vos coups de gueule. Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à nous consulter sur frandroid.com et à nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Et comme vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur notre chaîne YouTube, on tient tous à vous remercier. On passe maintenant à notre fameuse rubrique Ça fait réfléchir où mes chers invités et journalistes de Numérama vont parler de leur sujet de prédilection. Et on va commencer par Corentin qui a un sujet très 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 important sur la défense. À toi Corentin. Un sujet qui fait réfléchir en effet. Non, je voulais parler brièvement, au moins pour poser les enjeux de qu'est-ce que c'est que l'industrie de la défense à l'heure actuelle et comment le numérique s'intègre à ça. Et pour commencer, je voulais raconter une anecdote dont quasiment tout le monde a entendu parler sans forcément avoir le fin mot de l'affaire, qui est l'abandon du FAMAS par l'armée française. En septembre 2016, l'armée française confirmait son abandon définitif de l'iconoclaste FAMAS, qui est un fusil. C'est le fusil automatique de la manufacture de Saint-Étienne, ou FAMAS, qui tirait depuis plusieurs décennies des balles... Il manque un A dans ta définition. Non. Fusil automatique de la manufacture... Et le A de Saint-Étienne. Il est où le A? Oh, mais je sais pas moi, c'est pas moi qui ai fait ça. Je l'ai pas choisi. Armée? Non, je sais pas. Peut-être. Bon, peut-être qu'ils étaient illettrés, c'est pas grave. Je te laisse continuer quand t'as Et du coup, donc ce fusil qui est plutôt connu de ceux qui ont fait leur service et plus généralement des militaires, a été abandonné parce qu'il était trop lourd et très arriéré. Et on a abandonné à ce titre en fait une partie de l'industrie de défense française qui fabriquait depuis 2001 à Saint-Étienne donc des armes légères. C'était un peu un symbole du retard industriel français en matière d'armes légères puisque le vieux fusil a été rangé et oublié et aujourd'hui on utilise dans l'armée des fusils allemands. Ce qui a pu faire hurler certains mais qui en fait est une décision plutôt lucide au sens où l'industrie vraiment des armes légères en France est devenue faible, voire mauvaise. Il nous reste un fusil qu'on appelle le Clairon, mais qui, malgré son avance technique, est
particulièrement inutilisable et ce qui fait qu'il n'est vendu nulle part et à personne. On dirait le nom d'un instrument de musique, au passage. Il faut jamais se fier au nom des armes, c'est toujours étrange. Et donc ce clairon n'est vendu à personne et donc pas à l'armée française. On avait du coup lancé tout simplement un marché public, 5 fusils ont été étudiés, nous avons fini par choisir l'allemand. Est-ce que c'est grave ? Est-ce qu'on est en train de perdre une industrie qui est stratégiquement importante à avoir pour la France ? On peut le penser comme ça, mais en même temps, aujourd'hui, ce type d'armes sont utilisées au sein de l'OTAN et normalisées à ce titre-là. Et de fait, utiliser ces armes, et en particulier des armes allemandes, est loin d'être est loin d'être absurde, et c'est même plutôt du bon sens. Ce qui traduit par ailleurs, et ça va être mon sujet, pas forcément une mauvaise santé de nos exportations de défense, d'industrie de défense. Alors pourquoi ? Est-ce qu'il y a eu une mue, peut-être ? En partie. Alors si on vend toujours assez peu de Rafales pour des raisons assez évidentes et que en réalité quand on nous achète des Rafales c'est plus un cadeau diplomatique que une conviction réelle des armées d'acheter cet avion un petit peu rapide mais un peu voire beaucoup trop cher pour ce qu'il fait. Néanmoins, aujourd'hui on vend, et comme beaucoup d'autres pays occidentaux, et ça contribue en tout cas à la croissance de nos exportations en matière de défense. On vend donc des armes qui n'ont ni balles ni moteur et qui sont les armes de cyberdéfense et surtout de cyberespionnage. Donc là, on parle toujours d'armes, néanmoins, d'armes qui ne sont donc ni des fusils, ni des avions, ni même des sous-marins, mais bien des logiciels et des programmes. On pense forcément donc à Amesis, qui est un peu le leader français, au moins en matière d'image publique, puisque il a été poursuivi un paquet de fois pour violation des droits de l'homme et a contribué notamment à construire le système de répression dans des pays comme la Libye. Et à l'heure du XXIe siècle, la vente de failles inconnues dans des logiciels, mais également donc de logiciels de cyberespionnage qui, pour le dire brièvement et de manière compréhensible, sont en gros des virus qu'on va installer par exemple dans des infrastructures critiques et ou sur l'ordinateur, le smartphone de tout un chacun. Qu'est-ce que tu entends comme infrastructure critique ? Par exemple une centrale nucléaire, une ambassade, c'est un... Davantage oui, non, une ambassade, et surtout on parle des réseaux par exemple. On va installer un virus chez un FAI, ce qui peut être relativement intéressant pour faire de l'espionnage de masse. Mm-hmm. Donc ces armes-là sont vendues puisqu'il n'est pas donné à tout régime totalitaire et autoritaire d'en faire. Parfois, ces régimes-là n'en ont pas les compétences et de fait, il en revient à les acheter à des acteurs souvent venus de l'Occident et ou d'Israël. Parce qu'Israël est en avance aussi sur ces questions-là. Israël est presque un leader mondial à l'échelle des... talonnant les États-Unis de très peu, voire même les dépassant très souvent grâce à des services secrets dont on connaît, on va dire, l'efficacité et le développement, mais également une vraie plateforme technologique. Hein. C'est la première plateforme technologique de la Méditerranée. La French Tech à côté fait pas le figure. Donc à ce titre, malgré certaines pertes stratégiques existant du côté des armes légères, mais qui finalement est assez anecdotique, la France va bien en termes d'export de défense, en tout cas de cyberdéfense et de cyberespionnage, bien que ça fasse grincer la Cour européenne des droits de l'homme. Amesis ainsi a pu essuyer pas mal les foudres de cette fameuse Cour européenne, puisque, comme vous le savez probablement, les révolutions arabes ont mis la patrie des Lumières, la nôtre, du mauvais côté de l'histoire en soutenant des régimes plus ou moins obscurs, et qu'une fois que ces derniers étaient tombés, on a découvert tout simplement que nous vendions à ces mêmes personnes des armes pour espionner très largement leurs concitoyens, mais également réprimer journalistes et opposants. On continue d'avoir, dans un monde qui est celui qu'on connaît, une croissance assez forte et attendue dans les prochaines années, puisque il y a deux choses qui aujourd'hui vraiment soutiennent la croissance de ce secteur-là, qui est à l'évidence le terrorisme et le développement du smartphone à l'échelle mondiale qui permet des nouveaux systèmes de répression et de surveillance. Donc, du monde gouverné par les puissances disposant des meilleurs missiles balistiques que nous connaissions par exemple à la fin des années 60-70, aujourd'hui nous glissons dans un monde où le missile a la forme d'un malware et la surveillance se monnaie de plus en plus cher, surtout quand, comme nous le disions, les compétences font défaut à des régimes autoritaires. D'accord. On parle... Là, je me permets de faire un petit point, mais
Donc ce que tu es en train de nous dire, c'est que des armes qu'on utilise du coup sur le champ de bataille, on est passé à des armes numériques, mais qu'on va vendre à des ennemis, on va dire. Ou c'est quoi ces puissances? C'est des ennemis, des alliés Mais c'est toute la question, et c'est ce à quoi je viens finalement. On parle aujourd'hui donc d'armes duel qui devraient être régulées par des traités internationaux que la France a signés, mais qui finalement sont vendus malgré tout à des régimes qu'on considère peu enclins à respecter les droits de l'homme, mais qui ne sont pas nécessairement des ennemis de la France. D'où la difficulté finalement d'avoir des décisions politiques intelligentes là-dessus. Et on va dire que c'est toujours une espèce d'épée qu'on se met au-dessus de la tête, en sachant que quand on va par exemple fournir, et c'est mon sujet par exemple, à l'Égypte actuelle, des armes de surveillance et de la coopération stratégique pour surveiller les terroristes par exemple, on est dans une démarche qui est, et elle est défendue ainsi en France, de lutte contre le terrorisme et de stabilisation de la région Moyen-Orient, Afrique du Nord. Néanmoins, aujourd'hui, ça serait se voiler la face en pensant que l'Égypte n'est pas en train de glisser vers un régime autoritaire et que bientôt, en ayant vendu ces armes, nous aurons du sang sur nos mains, comme on en a eu en Libye. Et en Libye, la raison invoquée pour de telles... Alors, les armes ont été plus ou moins cachées, les ventes d'Amésis ont été plus ou moins cachées par la France. Néanmoins, nos interventions et notre soutien avant la guerre en Libye de tels régimes étaient pareillement pour des raisons de stabilisation et de lutte contre le terrorisme qui, spoiler alert, est devenue de plus en plus importante pour nos démocraties. Mais alors attends, comment tu peux cacher une vente pareille? Parce que si on parlait d'armes, on parlait de Rafale, on parle de plusieurs centaines de millions d'euros. Là, on doit parler de sommes à peu près similaires. C'est pas juste une caisse avec des billets. Parce que si on connaît Dassault ou Thales, on est quand même un peu moins au courant de, par exemple, Amésis, et c'est des entreprises qui bénéficient d'un certain secret grâce à leur collaboration avec les services secrets, et qui finalement n'ont pas de compte à rendre sur leur activité en dehors de leur chiffre d'affaires, ce que tout le monde félicite chaque année, si tu veux. Mais ce qui se passe, c'est que, disons, et c'est toujours délicat d'en parler parce que c'est difficile de savoir qui est au courant et à quel point, mais dans les relations diplomatiques, il va y avoir différentes couches tout simplement de secrets, et on imagine que le diplomate français le moins aguerri va être très peu au courant, alors que au sommet de la défense, il va y avoir une connaissance des dossiers. Et quand on arrive par exemple à des procès à la Cour européenne des droits de l'homme, toute la question est de savoir qui savait et qui a dit oui. D'accord. Donc il y a, en fait, c'est toute la question de ton sujet, c'est où est l'arbitrage, où est exactement, la personne qui a laissé la vente. Est-ce qu'à un moment on arrive à une situation où en fait tout le monde se renvoie la balle et se dit non mais ça c'est pas ma compétence. Bien sûr. Puis ça c'est pas, et on imagine très bien comment une administration pourrait dire non mais là c'est la compétence du cyber, et l'autre qui répond non là c'est la compétence de l'armée, et l'autre c'est la compétence du numérique ou la compétence du commerce, de l'international, et à la fin personne n'arbitre, et finalement Amésis par exemple fait sa vente. Exactement. Et ce qu'il faut considérer, c'est que on est sur des domaines qui sont stratégiques au sens militaire, en ce sens que vendre et coopérer avec une nation quelle qu'elle soit des technologies, c'est à la fois un moyen de créer un fort lien diplomatique avec celle-ci, peut-être de la stabiliser et en plus d'obtenir peut-être une avance stratégique sur la même région. Ce qui, dans l'époque dans laquelle on vit, et notamment face à la menace terroriste, paraît toujours particulièrement intéressant pour des hommes politiques et ou des chefs d'état-major. Le problème, et peut-être que là la question devient plus philosophique, c'est quelle est l'importance de cette lutte et de cette nouvelle diplomatie contre le terrorisme. On voit par exemple que c'est toujours sous couvert de ce même prétexte qu'aujourd'hui on entretient des liens plus ou moins contre nature avec des Al-Assad, ou encore qu'on glisse certains états de droit vers le tout sécuritaire, pour le dire vite. On constate, et ça je pense qu'il s'agit à la fois d'une question de défense mais également une question politique, on constate que il y a une véritable dépendance à tout ce qui va tourner autour de la sécurité. Et aujourd'hui, par exemple, en France, alors même que nous avons donc des Thales et des Amésis, on a, en 2015, payé l'américain Palantir quasiment plus d'une dizaine de millions d'euros pour acquérir son système
d'intelligence artificielle de prédiction, et cela sous couvert de post-Charlie Hebdo. En effet, Palantir s'installait en France quelques semaines, cyniquement, après l'attentat, et remportait ce fameux giga-deal avec la DGSI, donc les services secrets intérieurs en France, pour tout simplement mettre en marche leur cerveau de renseignement, traiter les données qui existent déjà et prétendre, et tout ça est toujours difficile à mesurer, mais prétendre pouvoir deviner qui est le prochain terroriste. Et en sachant ça, on comprend que dès lors, là, Palantir a remporté un marché au-delà de Thales qui a fourni une technologie plus ou moins similaire à la justice, mais qui ne fonctionne pas. On comprend qu'il s'agit d'abord et toujours de favoriser l'industrie française parce qu'il y a question d'emploi et de comment dire, d'avance stratégique sur la marche du monde, mais également, et là, c'est peut-être là où le problème est, de ce que nos démocraties sont en train de vivre par rapport au terrorisme et notre dépendance à la sécurité qui devient finalement un moteur de croissance assez exceptionnel pour des entreprises comme BAE, Amesis, mais également de fait Palantir, qui également, on revient au début, mais également pour des gens comme Nvidia, qui pour le coup ont une division sécurité et défense qui commence à gagner beaucoup d'argent. Et à la GPU Tech Conference, c'était clairement mis en avant ces partenariats pour la défense et la sécurité, notamment des startups qui travaillent avec le GCHQ, donc les services secrets anglais. On avait beaucoup de startups des pays de l'Est également qui proposent des solutions qui après sont vendues en marque blanche et qui vont se retrouver dans des packages proposés par des Français par exemple. Alors sans avoir creusé, on va donner le nom parce qu'il est public, mais c'était une des sociétés qui faisait de la reconnaissance faciale par exemple, vend son service à Orange en marque blanche, qui Orange va le proposer dans un package. Alors ça n'est pas forcément de la défense et de la sécurité. Orange va peut-être l'utiliser pour simplement les caméras de surveillance d'un supermarché. C'est pas forcément dans des problématiques liées au terrorisme, mais on s'aperçoit qu'en fait derrière toutes ces problématiques logicielles, on a derrière des constructeurs grand public qui pour le coup vont trouver une nouvelle manne financière et pouvoir s'intégrer du coup dans ces dynamiques. Et on va commencer à leur poser des questions aussi, à un moment ou à un autre. Oui, parce que est-ce que du coup ils s'interrogent sur la portée de ces innovations ? Est-ce qu'ils se disent on est quand même en train de faire des choses qui rentrent dans un cadre peut-être pas d'armement au sens premier, mais quand même de défense, on touche à des sujets. Est-ce que eux ils ont conscience de la portée de la chose ou pas ? Disons qu'en termes de PR, donc de press relation et de public relation, ils sont pas très très à l'aise avec ça. Très étonnant. Mais bah oui, et très étonnant parce que d'un autre côté, ils vont te présenter des technologies comme j'en ai parlé, de l'IA, de la voiture autonome, ça c'est bien, ça plaît au grand public. Mais cette même technologie qui permet de détecter un piéton sur la route, elle permet aussi de détecter une personne dans un escalator et de croiser cette personne dans un escalator avec 5000 autres caméras qui sont dans une ville et de savoir exactement où est-ce qu'elle est allée, quel moyen de transport elle a pris. Et ce que j'ai vu à la GPU Tech Conference, c'est même des technologies qui permettent de savoir à partir d'une personne repérée sur une caméra dans quelle zone elle aurait pu aller selon le moyen de transport. C'est-à-dire que on te voit Nelly sortir de Strasbourg-Saint-Denis, j'ai mon petit écran, je dis tiens, est-ce que Nelly a pris, si elle avait pris le vélo, si elle avait pris le métro, si elle avait pris un Uber, si elle avait pris sa voiture, où est-ce qu'elle serait dans la zone maintenant ? Oui, d'accord. Voilà. Donc ça c'est des choses qui sont possibles et il faut des puissances de calcul assez monstrueuses que effectivement quelqu'un comme Nvidia a. D'accord. Ok. Ils communiquent pas trop sur ce genre de choses évidemment. Non, évidemment ça fait partie de leurs résultats financiers et ils peuvent pas non plus dire que voilà c'est pas leur business. Mais c'est pas le business qu'ils vont mettre en avant. Et je pense que Corentin va le confirmer. Toutes ces entreprises ne sont pas très fans de la mise en public de ce qu'elles font. Non, et puis globalement, on parle d'entreprises qui sont centenaires, voire pluricentenaires, qui sont des entreprises qui étaient déjà spécialisées dans la défense et l'armement auparavant. On pense à BAE, donc qui construit des avions, à Thales, qu'on ne présente pas en France. Palantir, pour le coup, c'est une start-up, donc c'est un peu différent, mais il reste allergique aux relations presse. Et Amesis, c'est typiquement pareil. C'est des entreprises qui en fait ne sont pas connues du grand public pour une raison qui est simple, c'est qu'il n'y a pas déjà ils n'ont pas de clients parmi nous
Et surtout, il n'y a pas intérêt à ce que ce type d'entreprise s'affiche, puisque ce qu'elles vendent aussi, c'est la discrétion et leur capacité ensuite tout simplement de s'installer dans un pays sans éveiller de soupçons. Bien sûr. Il s'agit de ça. Bien sûr. Tu aurais peut-être 2 petits mots pour conclure, ou c'était... Parce que ce sujet était fort passionnant et fort complet, je pense, mais peut-être tu avais pensé à une ouverture. Oui, non, c'était en pensant à ce que vous disiez sur les entreprises justement qui sont dans la tech grand public et qui, finalement, un peu par le hasard de leurs innovations et de leurs achats, se retrouvent à fabriquer des armes. Moi, je pense souvent au cas Google qui avait du coup racheté Boston Dynamics, qui est donc une start-up qui faisait des robots militaires, bon, peu concluant, c'est un fait, mais qui faisait des robots militaires et qu'il avait dû les revendre, on va dire, parce que il était apparu pour beaucoup d'exécutifs que ces robots étaient particulièrement détestés pour les vidéos qui traînaient en ligne d'eux, où on voyait des hommes frapper des chiens robotiques, et que ça dégageait une image particulièrement néfaste pour Google, qui, à côté de ça, doit vendre YouTube et des smartphones, et qui avait du coup, tout simplement, c'était séparé de cette division qui était... je crois qu'elle est toujours en vente, hein. Je sais pas si... Disons-le, assez peu prometteuse, mais qui restait quand même un achat assez récent de Google, et du coup c'était un peu étonnant de voir une entreprise tout simplement se séparer d'une activité pour des raisons tout simplement d'image, quoi. Oui, bien sûr, c'est complètement de l'image, mais c'est vrai que ça conduit les entreprises à faire des choix, parce que c'est ce que le public va voir. Et effectivement, Google aime bien avoir l'entreprise qui est la plus avancée au monde aujourd'hui en électromécanique, Boston Dynamics, mais quand on voit effectivement sur YouTube, donc encore la plateforme de Google, des humains frapper des robots, écoute, Google est pas content. Merci Corentin du coup pour ce sujet vraiment passionnant, et maintenant on va donc passer au sujet de Nelly qui a un sujet peut-être moins sombre. Oui, un petit peu moins dramatique on peut dire. Je vais vous parler de Fashion Tech. Et donc on va faire ça de manière un petit peu scolaire. Déjà, qu'est-ce que c'est la Fashion Tech ? Donc, comme on s'en doute, c'est un mélange entre fashion, la mode, et tech, la technologie. Ok, bon, c'est facile, c'est la rencontre entre la mode et la technologie. Mais finalement, c'est peut-être un mot qui est pas très clair et en tout cas pas connu du grand public. Parce que partons de ce constat, la fashion tech, on pourrait dire sommairement, c'est égal à tous les bouleversements qui touchent la mode et l'habillement à l'heure du numérique. Donc on part quand même d'un secteur ancestral, traditionnel, qui a priori était quand même peu concerné par la technologie et qui est en train d'être révolutionné tout doucement par les innovations technologiques, et en plus dans toute la chaîne de production, pas seulement au niveau des matières qui sont les choses auxquelles on pense en premier, mais aussi tout ce qui sont les phases de conception, de distribution, de commercialisation et même de recyclage des produits. Donc la fashion tech, ça nous montre aussi comment finalement l'être humain, il est en train de se modifier lui-même à l'aide d'accessoires et de vêtements intelligents. Quant à savoir si ce sont de beaux vêtements, ça c'est un autre débat qu'on pourra avoir après si vous voulez. C'est Corentin qui va mener ce débat. Du coup, il y a aussi tout un vocabulaire autour de la fashion tech qui, pareil, n'est pas très clair, donc je vais essayer un petit peu de le débroussailler avec vous. Il y a d'abord ce qu'on appelle le wearable. Donc, désolé pour mon accent s'il est pas terrible, mais en gros, ce sont tous les vêtements qui contiennent des éléments technologiques. Voilà. Donc ça, on sait à peu près ce que ça représente, pardon. Donc en fait, c'est un habit connecté avec des services qui apportent un plus à cet habit. Et il y a aussi ce qui s'appelle le smart textile, donc le textile intelligent, qui est capable de réaliser des actions, de mener des actions à bien pour nous. Du coup, ça va être logique de retrouver dans la fashion tech des choses comme, par exemple, l'impression 3D ou l'intelligence artificielle. Donc, c'est des éléments qui commencent à arriver dans la fashion tech. Donc, et surtout, à quoi ça sert, en fait, la fashion tech ? Qu'est-ce que ça pourrait nous apporter ? J'espère que tu as une réponse. Oui, j'ai des réponses. Évidemment, j'ai des réponses. J'arrive avec des questions, mais des réponses. Génial. Donc déjà, pour le consommateur, puisque voilà, c'est nous qui sommes autour de cette table et vous qui nous écoutez, à quoi ça va me servir d'avoir des vêtements connectés ? En fait, c'est de créer une mode qui nous rende des services qui soient utiles et qui nous rendent la vie plus facile, plus agréable, et aussi peut-être à un niveau, on va dire peut-être moins utile, de personnaliser la mode, puisque les vêtements, ils sont par exemple capables d'enregistrer des données. Et ces données vont peut-être servir à identifier nos besoins personnels. Donc voilà un peu les deux utilités, on va dire, de la fashion tech. Sachant que le numérique donc ne change pas que les vêtements, il change aussi les manières de consommer la mode, avec par exemple deux pratiques. Voilà, moi je connaissais pas les noms, mais en fait finalement je les faisais sans même m'en rendre compte. La pratique du show roaming, donc le fait de repérer dans les magasins
avant d'acheter en ligne, et la pratique du web roaming, c'est l'inverse du coup, de repérer en ligne avant d'acheter en magasin. Donc voilà, en fait, le numérique est en train de bouleverser non seulement les vêtements en lui-même, mais aussi nos manières d'acheter, de consommer ces vêtements. Et donc, il y a une petite coïncidence qui fait que le sujet que j'ai choisi n'arrive pas par hasard, puisque actuellement, à Paris, il y a un événement consacré à la Fashion Tech. Donc, ça se passe du 12 au 20 octobre, si ça vous intéresse. C'est la Fashion Week Tech. Donc oui, c'est comme la Fashion Week. D'accord. Mais en fait, celle-ci est consacrée aux innovations technologiques autour de la mode. Donc, c'est quand même la 5e édition de l'événement. Moi, j'avais jamais entendu parler. Je sais pas si ça vous parle ou pas. Alors, je crois que Corentin avait fait un sujet dessus l'année dernière, et ça s'était plutôt mal passé. Mais c'était, moi, Raconte-nous. c'était ASF. Comment se fait-il ? C'était ASF, du coup, rien à voir. C'était un événement américano-centré et qui était, on va dire, particulièrement américain, quoi. Avec, déjà des défilés d'un goût. En fait, ce qui est toujours étrange avec la fashion tech, c'est que les gens confondent souvent donc ce qui va tenir de l'artistique, c'est-à-dire faire des vêtements qui sont technologiquement un petit peu impressionnants, je ne sais trop quoi, et ce qui tient plutôt effectivement du prêt-à-porter et des améliorations qui sont finalement beaucoup moins visibles à l'œil nu, beaucoup moins bling bling, mais qui intéressent peu. Et là, vu que c'était un peu la foire et que les gens payaient pour venir, c'était des go-go danseuses qui portaient des t-shirts avec des LED, quoi. Ah oui, d'accord. Donc c'était pas hyper sympa, effectivement. Espérons que cette édition sera un petit peu plus intéressante et qu'elle pourra montrer vraiment ce que la tech peut apporter à la mode, parce que moi a priori par exemple j'aime bien la mode et je me dis pourquoi pas des vêtements technologiques, ça pourrait être intéressant. Mais d'ailleurs il n'y a pas que en France qu'il y a ce genre d'événement, il y a aussi une Fashion Tech Expo, pardon je reprends parce que j'ai dit une bêtise. Il n'y a pas que en France qu'il y a ce genre d'événement. Il y a aussi la Tech Fashion Week de San Francisco. C'est pareil, c'est la 5e fois que c'est organisé. Cette année, c'était entre février et mars. C'est celle-là quand t'as parlé. Ah, ouais. Autant pour moi. Parce que Corentin dit SF, et c'est San Francisco. Ok, désolé, voilà, j'avais pas la ref. Et donc là, on a parlé réalité augmentée, réalité virtuelle, Internet des objets et mode durable. Donc en gros, c'était le rendez-vous, comme tu disais, des avant-gardistes de la mode. Il y en a aussi une à Berlin, la Berlin Fashion Tech, qui est organisée en janvier prochain. Voilà, si ça vous intéresse de suivre l'événement. J'ai une petite question. Oui, tu parles de mode durable et on sait qu'aussi avec la technologie vient l'obsolescence programmée et du coup, quel est le lien en fait, en quoi la mode technologique peut être une mode durable ? Est-ce que tu en sais plus en fait ? Alors sur ce point-là, peut-être pas, mais je pense que c'est peut-être sur tout ce qui est recyclage peut-être des produits. Bon déjà, peut-être durable tout simplement parce que si le produit est d'une bonne qualité, peut-être le textile intelligent va être capable de durer plus longtemps dans le temps. On peut imaginer peut-être le textile s'usera un peu moins vite. Mais peut-être après, je pensais plus oui effectivement à tout ce qui est recyclage parce qu'on est quand même dans une société de consommation effrénée où on achète énormément de vêtements. Une personne, en fait, j'avais trouvé des petits chiffres. On a 12 kilos de vêtements qui sont jetés par an par chaque Français. Donc voilà, ça représente un petit peu... Jetés. Oui, tout à fait, qui sont jetés. Et il y a aussi 70% de notre garde-robe qui n'est pas portée. C'est pour ça que quand tu parles de fashion tech, en fait, tu parles aussi des bouts de chaîne. C'est-à-dire que j'imagine que la tech en elle-même peut amener à un meilleur recyclage. Meilleure réutilisation des objets. C'est pas seulement mettre une diode et 3 trucs Bluetooth dans un t-shirt, quoi. Tout à fait, oui. Il y a pas seulement cet aspect-là qui est un peu la première chose à laquelle on pense quand on pense fashion tech. Peut-être aussi parce qu'il y a un petit côté science-fiction qui nous fait bien rigoler parce qu'on voit justement les produits. Mais oui, il y a aussi tout ce qui tourne autour de l'industrie textile qui est quand même extrêmement polluante, qui pousse quand même à une consommation effrénée. Et peut-être qu'à ce niveau-là, la technologie pourrait apporter quelque chose d'intéressant à la mode. Et en plus, il y a quand même une tendance de plus en plus de la part des consommateurs à vouloir des choses plus écolo, etc. On a parlé déjà sur Numérama des applications, par exemple, pour connaître la composition des cosmétiques. Là, c'est pareil. Est-ce qu'on n'a pas envie de mettre des vêtements et de se dire je sais qu'au bout, le textile, déjà, quand il sera usé, vraiment, je l'aurai usé jusqu'à qu'il en puisse plus, et en plus je sais que la technologie va faire qu'il va être recyclé d'une bonne manière. Donc peut-être il y a aussi cet aspect-là intéressant dans la fashion tech qui est pas forcément le plus mis en avant parce qu'on pense Fashion Week, on s'imagine des défilés extraordinaires, mais on pense pas à le cycle de vie du produit, pourtant qui nous concerne directement. Oui, et c'est Corentin qui en avait parlé récemment pour des habits de bébé.
qui pour le coup grandissent avec un nourrisson en fait et participent énormément à l'absence de renouvellement du garde-robe d'un bébé qui change toutes les semaines, toutes les 2 semaines, j'en sais rien. Donc là on arrive sur des vêtements qui grandissent avec la personne et ça demande pas ça se fait pas en un claquement de doigts en fait. Il a fallu qu'un designer et qu'un ingénieur se mettent à travailler. C'est un garçon qui pensait travailler dans l'ingénierie aéronautique et qui a donc appris certaines choses sur la résistance des tissus et également leur extensibilité. Ouais, leur côté extensible. Et qui a donc créé des tenues, mais qui sont en plus particulièrement intéressantes parce qu'ils s'inspirent c'est les inspirations des années 90 au Japon. Et du coup, il a créé une sorte d'habit en origami qui, une fois repassé, garde une forme, donc une taille particulière, et qui, au lavage, peut ensuite être étendu, réduit, de manière à ce une seule tenue puisse suivre un enfant sur quelque chose comme 3 ans. Là, on considère que la layette dure entre 1 et 6 mois au mieux. Ouais. Donc là, on est clairement dans ton sujet, Nelly, sur de la fashion tech qui va vers le durable et vers la technologie qui accompagne les transformations de société. Tout à fait. Bon, après, c'est vrai que la fashion tech, voilà, il n'empêche, ça reste quand même cette image un peu primaire qu'on a des vêtements un petit peu bizarres. Et du coup, j'ai eu une petite idée pour pimper un peu tout ça, un petit jeu. J'aimerais bien vous décrire des produits que l'on pourrait ranger sous l'étiquette fashion tech. Donc, il y en a qui existent vraiment, ou en tout cas, ils existent à l'état de concept, et d'autres qui n'existent pas encore, que j'ai inventé toute pièce. Voilà, donc peut-être je suis en train de breveter une idée, on sait jamais. Et on va voir si vous saurez deviner lesquels sont de vrais projets. Et ceux qui savent, parce qu'il y a évidemment des choses dont on a parlé sur Numérama, s'il vous plaît, ne soufflez pas. C'est un quiz pour Amélie. Voilà. Donc, est-ce qu'à votre avis, les chaussettes connectées, ça existe? Et à quoi ça pourrait servir? Oui, ça existe. Ouais, ça existe. Et qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Netflix. Ah, t'as soufflé. Bon, bah oui, ça existe du coup. Alors, je vais expliquer un petit peu à quoi elles servent ces chaussettes Netflix. En gros, c'est quand vous regardez votre série ou votre film préféré, et là, vous vous endormez. Évidemment, quand vous vous réveillez, le film, il a continué, et vous ne savez plus où vous en êtes. Et ces fabuleuses chaussettes, elles vont s'apercevoir que vous vous endormez et vont arrêter le film comme par magie. Quand vous vous réveillez, il est arrêté au bon moment. Donc, c'est en décembre 2015 que le site de streaming, il avait lancé cette idée, mais en fait, c'était un tutoriel, c'était pas un produit fini. Et donc, elles étaient équipées d'un accéléromètre qui détectait l'absence de mouvement, et un signal était envoyé via le LED à l'écran. Voilà, mais pour les créer, il fallait quand même un petit peu s'y connaître en électronique, en programmation, et savoir manier le fer à souder, donc c'est pas non plus à la portée de n'importe qui de faire de la fashion tech, finalement. Ouais, alors, si c'est de l'absence de mouvement, moi j'ai un problème parce que je bouge beaucoup quand je dors, donc... Ah, en effet, ça marche plus. Donc là, du coup, les chaussettes connectées, bof quoi, non? Il faudra 5 ou 6 caméras sur les chaussettes pour regarder si tu dors bien, un détecteur de pulsation, pour si ton rythme cardiaque a baissé. Mais en tout cas, l'idée existait. Est-ce qu'à votre avis, ça existe le slip connecté? Je sais pas. Je pense que c'est hyper mauvais pour la santé si ça existe, donc si ça existe, ne l'achetez pas. Parce que genre vraiment... surtout qu'est-ce qu'il ferait en fait? Qu'est-ce qu'il ferait? J'ai pas envie de savoir. Dis-nous Nelly, allez, dis-nous. Alors franchement, j'ai cherché, j'ai rien trouvé. À part un petit poisson d'avril sur un site internet qui m'a fait rigoler, qui était un slip connecté qui serait relié à une application qui vous informerait quand le changer. Donc a priori, ça n'existe pas. Okay. Tous les jours. Pas encore, voilà. Donc a priori, c'est facile là. Voilà, c'était un petit poisson d'avril que j'ai trouvé sur un site qui m'a bien fait rire, mais j'ai vraiment cherché, ça n'existe pas, mais après tout... Ne le faites pas, hein. Ça va être notre recommandation. Je vois pas trop à quoi ça pourrait servir, à part peut-être dans un domaine médical. Je vois qu'une application médicale pour peut-être soigner des maladies, etc. Mais sinon, a priori, je vois pas trop l'utilité de la chose. Je vois, mais je suis pas sûr que j'ai envie de vous expliquer. Non, je suis pas sûr qu'on veut savoir. Ça sera en bonus de l'épisode. Je crois qu'on va passer au suivant. Alors, est-ce qu'à votre avis, les fossiles de la fashion tech, ça existe, des fossiles connectés? C'est-à-dire des fossiles connectés, Alors je donne un petit indice, il servirait à illuminer votre regard. Moi je dis oui. Est-ce qu'à son avis, des fossiles connectés, ça pourrait exister? Ah mais si, ouais, j'ai déjà vu des trucs genre LED et tout, un peu, ouais. Ok, ça existe. Ça existe. Exactement. C'est conceptuel, mais ça existe. Alors du coup, je me suis même dit en parlant de ça, est-ce qu'on pouvait parler encore de fashion tech ou est-ce qu'il fallait pas commencer à parler un peu de peut-être cosmétech ou un autre, voilà, parce qu'on partait sur un autre. Mais bon, c'est quand même quelque chose qui, voilà, c'est quand même un accessoire, c'est pas encore un produit qu'on s'applique, donc
a priori, c'est peut-être encore de la fashion tech. Et du coup, on en avait effectivement parlé sur Numérama, si vous aviez suivi le sujet. En juillet, c'était les flashies de Fossiles Lumineux qui, en fait, avaient complètement fait un carton sur Kickstarter. C'était assez incroyable. Il y en a les premières photos de gens qui en portent. Si Tout vous à cherchez fait. sur Twitter. C'était assez ouf. Et les inventeurs, ils espéraient recevoir $40,000 et ils ont reçu plus de $110,000. Donc voilà, ça a complètement bloqué Kickstarter. Et donc, en fonction des mouvements qu'on faisait, les flashies, ils s'allument, ils changent de couleur. Par contre, ils ne sont pas sans fil, donc ça enlève un petit peu le petit swag de l'objet. L'unité de contrôle, elle est à dissimuler en fait sous vos cheveux, donc ça suppose déjà d'avoir une masse de cheveux suffisante. Mais par contre, ils ont quand même une autonomie de 5 heures, donc on peut se déhancher sur la piste avec ces flashies pendant 5 heures. Et alors, ce qui est rigolo, ça on n'en avait pas parlé, c'est que le projet, il est tellement devenu viral que l'inventeur de ces fossiles, il a créé autre chose. Il a créé la flashies moustache. Donc c'est le prototype d'une moustache qui est elle aussi équipée de LED. Et donc les lumières s'allument aussi en fonction des mouvements. Et il y a un petit bonus, c'est que cette moustache, elle a une fonction touch sensing. Donc en fait, si on la touche aussi, ça va s'allumer. Donc elle tient à l'aide de magnettes. Donc là, il n'y a pas besoin de fil. Donc ils ont quand même un petit peu amélioré leur concept. Produit, Et donc c'est les gens qui ont contribué à ces fameux fossiles. Si moyennant un petit extra, ils pourront aussi avoir la moustache. Donc voilà, ils pourront avoir vraiment un look d'enfer avec les deux. Ça vous dirait de porter ça ? On attend les premiers accidents. C'est toujours mieux pour les mecs, c'est dégueulasse. Voilà, la moustache. C'est pas faux, c'est vrai la que moustache en LED. ils ont itéré dessus et fait un produit complètement mieux fini. Parce que je m'imagine mal avec un fossile, avec un câble qui part de l'œil. C'était pas très joli, ça se voyait sur le côté de l'œil, c'était un petit peu étrange, ça cassait un peu le... Faut mettre du maquillage dessus, quoi. Faire un maquillage un peu... Ça va faire un peu épais. Un peu hardcore, mais... Ça va faire un peu étrange. Ouais. Bon, en tout cas, ça existe, si vous en voulez, sachez que c'était sur Kickstarter. Et alors, dernier objet, est-ce qu'à votre avis, un cyber soutien-gorge, ça existe ? Oh, ça oui, certainement, oui. Oui, bah oui. Oh là là, vous avez tout juste, c'est fabuleux. Ils sont fabuleux. Et donc oui, ça existe bien. Et en fait, il a été présenté lors de la Paris Fashion Week au mois de mars 2017, lors d'un défilé qui était sur le thème de Ghost in the Shell. Et c'est donc la marque Chroma, qui est je sais pas si je prononce bien, c'est une marque de natation et de sport pour les femmes, qui a présenté ce soutien-gorge. Mais c'était vraiment à viser, je pense, artistique, parce qu'il est quand même un peu bizarre. Honnêtement, je le trouve bizarre. Alors, quel est le tech dedans ? Alors, justement, j'ai pas trop compris. Alors, j'ai compris que l'objet était censé réaliser la rencontre entre l'univers de Blade Runner et de Helmut Newton, qui est un photographe australien connu pour ses photos de nus féminins. Oui. Et donc tout ça aboutit à la création de ce soutien-gorge cybernétique. Et alors pour le décrire, on ressemble un petit peu à des arceaux qui auraient été assemblés ensemble, qui sont recouverts de LED. Et donc la jonction des arceaux dissimule juste le bout des seins, mais sinon les seins sont apparents. Mais à part ça, vraiment, j'ai cherché, j'ai pas bien compris à quoi ça servait, quel but ça avait. J'ai l'impression que c'était juste artistique. Et vraiment, j'ai pas vu du tout l'intérêt. Est-ce qu'on peut dire... vas-y, Ami. Non, mais moi c'est toujours dans le même sujet, mais en fait, il me semble qu'il y a eu quelque chose de très similaire. Alors, j'ai peur de dire une énorme bêtise, mais il me semble qu'il y a un truc qui a été fait pour détecter les cancers du sein, en fait. Oui, absolument. Du coup, c'est... Plus intéressant, donc, déjà. Oui, là, il y avait vraiment une utilité. D'ailleurs, on en avait parlé sur Numérama. Je crois que c'était un jeune Indien, si je dis pas de bêtises, qui avait été concerné directement par le problème parce que sa mère avait eu un cancer du sein. Et donc, il avait eu l'idée de créer un soutien-gorge capable de détecter. En amont, du coup, pour prévenir les femmes qui vont pas se faire dépister exactement, c'est des palpations, en fait, il me semble. Je crois que c'était ça, Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Enfin, faudrait se renseigner un peu plus. Non, mais t'as tout à fait raison, c'est un produit qui existe, ouais. Tout à fait, oui. Il me semble qu'il devait être porté, ça devait être quelque chose comme quelques heures par semaine. Bon, ça peut sembler un peu contraignant, mais on se dit que de toute façon, quand on commence à avoir un certain âge et qu'on est une femme, de toute façon, on va être concerné, on va devoir surveiller ça. Donc, pourquoi pas, l'idée, en tout cas, là, pour le coup, il y a vraiment une utilité, parce que l'autre soutien-gorge que j'avais vu, vraiment, ce cyber soutien-gorge... C'est peut-être plus intime qu'un dépistage. Est-ce que l'arrêt utile Ouais. Ah oui, alors là voilà. Oui, non mais c'est tout. Merci pour cette excellente question, tout à fait. Amélie. C'est aussi un gros sujet de la fashion tech parce que finalement on peut se dire oui, c'est fashion, c'est tech, mais est-ce que l'utilité après tout, est-ce que ça doit pas être avant tout artistique? Alors là je laisse les spécialistes de la mode, les fashionistas. Sans être désobligeant, moi, il y a quand même quelque chose qui m'inquiète, c'est que la fashion tech se produit dans 3 endroits au monde, si j'ai bien compris, qui sont Berlin, San Francisco et Paris. Et à part Paris, aucune des villes n'est reconnue pour être une vraie ville de la Fashion Week, en fait. Oui, c'est vrai. Enfin, je veux dire, la mode de SF, on veut pas en entendre parler, et je parle même pas de Berlin, quoi. Ah non, mais c'est sûr. Hein. Je trouve que c'est assez étrange que
ces trucs soient déconnectés en fait des vraies Fashion Week. Mais bon, remarque à part. C'est probablement une remarque qui nous permettra de conclure, parce que oui, on est sur un domaine qui mêle à la fois le beau, l'inutile, disons l'inutile au sens noble du terme, hein, c'est-à-dire la création, et la tech qui est quand même très utilitariste, hein. On ne va pas utiliser uniquement un smartphone parce qu'il est joli, hein, sinon on connaîtrait des smartphones qui auraient cartonné, et le fait est que c'est pas le cas. Et donc du coup, rassembler ces deux termes, est-ce que c'est pertinent à l'avenir pour le beau? Pas sûr. Peut-être plus pour l'utile. Voilà. A priori, oui. On verra. Et ça nous permet du coup de passer sans transition à notre la dernière partie de cette émission, de ce club Internet. Et on va parler avec Amélie des Internets. Internet de TES, ce qui me permet de te poser une question, Amélie, parce que je ne vais pas présenter ce que vous faites, je vais te laisser le faire. À quel moment et pourquoi les internets? Jingle. Alors, pourquoi les internets? En fait, ça vient d'un événement. Il y a eu un déclencheur véritablement. C'était une convention de youtubeurs, je dirais bien de youtubeurs et youtubeuses, mais justement non, ou très peu. Et en fait, je sais plus exactement, mais je crois que c'est sur 55 invités, il y avait 50 hommes. Donc on s'est dit ok, non, on va faire quelque chose parce que ça peut pas rester comme ça. Et donc on s'est dit que on allait créer quelque chose pour valoriser et montrer qu'il y a des femmes qui sont sur YouTube, et qu'il y a des femmes non pas seulement même si c'est très bien, dans la mode et dans la beauté. Il y a aussi des femmes qui parlent de politique, il y a aussi des femmes qui parlent de science, d'histoire, de culture, de littérature, enfin de cuisine, de plein de choses. C'est très divers, autant que les hommes, d'humour aussi. Mais comme c'est moins favorisé, comme on en parle moins, et ben du coup, invisibilisation. J'ai réussi à le dire en un seul mot, et qui contribue en fait à ce qu'on pense qu'il y en a pas. D'accord. Donc on a créé. Vous avez créé les internets. C'est donc ça. Qui est une association. Exactement. Alors au premier plan, c'était un collectif en fait, seulement. Non, mais c'était un collectif. Donc on a créé une page Facebook, et on partageait une vidéo tous les jours à 18h. Et une à midi d'ailleurs pendant un premier temps, mais c'est beaucoup de travail, donc voilà, on a réduit à une vidéo par jour, et en fait on essaie de valoriser tout ça. Et en parallèle, on a aussi un cycle de formation, de masterclass en fait, sur tout ce qui est montage, création de sa chaîne, écriture, gestion de communauté, en fait tout ce qui fait partie de la vie d'un youtubeur ou d'une youtubeuse. D'accord, donc toi tu commences à connaître pas mal les youtubeuses françaises, hein, parce que c'est françaises, francophones on va dire, parce que vous avez pas mal d'adhérentes on va dire qui sont dans les autres pays francophones. Oui, on a même des gens qui viennent du Canada, c'est assez dingue. c'est chouette. Et du coup, qu'est-ce qui te fait dire à toi que effectivement les youtubeurs, pour le coup disons-le, dont on parle, sont quasiment tous des mecs? Cette première génération, les youtubeurs connus en fait. Quand on pense youtubeurs, j'ai l'impression qu'on pense Norman, Squeezie, Cyprien, enfin voilà. T'as plus de 35 éventuellement Natou. Sans juger, voilà. mais sans juger de qualité ou de quoi que ce soit de termes de contenu. Comment tu t'expliques que la première génération à avoir cartonné sur YouTube, c'était uniquement des hommes, quasiment? Alors ça s'explique assez facilement, enfin c'est quelque chose de sociologique, mais en fait l'espace public est majoritairement un espace masculin en fait. Enfin c'est quelque chose de très ancré historiquement, c'est-à-dire qu'avant les femmes étaient un peu à la maison, s'occupaient de la famille, etc. Et aujourd'hui les femmes prennent un peu plus de place dans l'espace public, mais c'est toujours un peu compliqué. Ça se voit notamment dans la politique, ou même dans les médias. Même s'il y a de plus en plus de femmes journalistes, ou voilà, on voit que la sphère publique appartient quand même beaucoup, majoritairement, aux hommes. Et donc, il y a aussi toute la question de légitimité. En fait, c'est aussi difficile pour une femme de se lancer sans avoir de rôle modèle, sans être en se pensant être la première aussi. Voilà, c'est compliqué parce qu'on se dit bah voilà, je vais dans un domaine d'hommes et je vais parler moi en tant que femme,
mais en même temps on se définit pas que comme ça, on n'est pas que femme, on est aussi experte en quelque chose, ou enfin voilà. Mais je pense que voilà, si ça a cartonné autant au niveau des hommes, c'est parce que ça a été majoritairement pris par des hommes en fait. Oui, c'est ça, et les hommes sont pas posés de questions. Ouais, je pense que pas trop, et même enfin voilà, je pense que c'est ça aussi qui fait la force des internets, c'est qu'il y a peu de gens qui se sont posé la question avant. Enfin, c'est Marie qui est à l'initiative, qui a lancé l'idée. Je pense qu'avant, en fait, personne s'était vraiment dit ah tiens, bah il y a peut-être des meufs qui font des trucs cool sur internet, quoi. Donc en fait, c'est juste c'est au moment où on se pose la question qu'il faut faire des choses, quoi. Bien sûr. Donc c'est là que ça s'est lancé. Et après, voilà, là, on commence à voir qu'il y a des hommes qui, quand même, commencent à se poser des questions. Il y a des youtubeurs, même, qui essayent aussi de contribuer, de porter aussi notre message. Voilà, les gens aussi commencent à prendre conscience que ça existe, en fait. Ce que j'ai retenu de la cérémonie que vous avez faite des pouces d'or, c'est que pas mal des candidates, pour le coup, qui postulaient pour un prix à votre... donc c'est une cérémonie de awards que vous avez fait, se sont lancées grâce à vous. Elles disaient dans leur speech, voilà, je m'étais toujours dit que j'avais envie de faire une vidéo, mais grâce à vous, j'ai sauté le pas. Est-ce que c'est quelque chose que vous encouragez, que vous mettez en avant Qu'on encourage, oui, complètement. Enfin, on est super fiers et super contentes quand quelqu'un nous dit ça, parce qu'en fait, c'est le but premier. Tout à l'heure, je parlais de rôle modèle, c'est exactement ça. En fait, c'est le fait que, en rendant un petit peu plus visible la création féminine, du coup, il y a des nanas qui peuvent se reconnaître et se dire, bah moi aussi, en fait, je peux en parler. Donc voilà, en fait, l'idée, oui, c'est vraiment que les filles ne s'interdisent plus en fait, parce que c'est beaucoup d'interdictions personnelles. Enfin, il y a aussi tout ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, etc., qui est en fait se dire ah bah non, je suis pas légitime à. Mais en fait, on est toujours légitime à partir du moment où on a une passion, où on a quelque chose. Et ben faut se lancer, quoi. Et effectivement, ouais, le concours, il s'adressait justement à toutes, sans restriction, enfin seulement celle d'être francophone, qui est quand même voilà, mais donc effectivement il n'y avait pas de limite d'abonnés, ce qui est aussi très courant dans la sphère YouTube. C'est vous avez le droit à ça, mais à condition que vous ayez déjà 1000 abonnés. Il faut déjà percer, quoi. Voilà, c'est ça. Ce qui est déjà un gros problème, puisque comme tu le disais auparavant, en fait, c'est beaucoup d'hommes, donc et alors la réception se passe comment? Parce que là on a parlé des premières étapes, première vidéo, première mise en avant, première mise en publicité. Effectivement, il y a ces barrières psychologiques que les femmes peuvent se mettre, et comme tu disais, le syndrome de l'imposteur. Une fois qu'il est dépassé, est-ce qu'il y a d'autres dangers qui attendent les fans sur YouTube? Alors évidemment, il y a tout le cyberharcèlement, tous les trolls, en fait, mais des choses qui sont courantes sur internet, mais qui sont amplifiées, si on peut dire, quand on est une femme, parce que des fois on est jugé non pas sur le propos, mais sur le physique, sur comment on est habillé, sur comment on est maquillé, sur le décor derrière, enfin ce qui est de toute façon une critique aussi à faire sur le décor, mais en soi parfois voilà, en fait faut partir de l'idée qu'une vidéo ça prend beaucoup de temps à faire, à l'écriture, au tournage, au montage, et en fait des fois le travail, parce que c'est du travail, le travail de ces filles est juste réduit à t'es bonne. Mais en fait, je t'ai pas demandé genre si tu me validais déjà, donc voilà. Et en fait, c'est juste agaçant pour ces filles parce qu'elles passent beaucoup de temps à faire ça, et au final, tout ce qu'elles ont, c'est un retour sur le physique. Et enfin bon, déjà, tu sors dans la rue, tu l'as, quoi. Donc j'ai envie de dire, on n'a pas envie de ça, surtout pas sur Internet, quoi. Enfin, ça a des vraies répercussions en plus. Enfin, je pense à une vidéo qui en ce moment été, enfin moi que j'ai vu, que j'ai trouvé assez lourde, celle d'Enjoy Phoenix, où elle évoque ses problématiques par rapport au poids. C'est vrai qu'elle est particulièrement exposée, voilà, c'est une youtubeuse beauté, c'est la plus connue en France, etc. Et moi je la suis personnellement, et j'ai trouvé que cette vidéo elle était vraiment poignante, parce que on sent, voilà, enfin elle dit on peut faire tout ce qu'on veut en tant que youtubeuse, on peut se dire les commentaires ça va pas me toucher, moi je fais mon truc, je suis heureuse de le faire. Et en fait je le prends quand même dans la figure.
Et j'ai trouvé que vraiment ça mettait ce problème en valeur. Bon, malheureusement, elle l'a subi et c'est navrant pour elle. Et ça prouve vraiment que quand on est une femme, bah voilà, on se prend vraiment des commentaires. Ça, par exemple, est-ce que les youtubeuses demandent des internets en parlent ou pas de tout ce qu'elles reçoivent comme commentaires et comment elles essayent de passer outre? Alors en soi, on en parle un petit peu, mais comme on s'est donné un peu la ligne, entre guillemets, d'être vraiment une initiative positive, on est vraiment pas très, ancré dans tout ce qui est cyberharcèlement. C'est quelque chose qu'on conçoit, qu'on comprend, qu'on constate. Mais nous, l'idée, c'est plutôt l'encouragement, la promotion, la valorisation. Tant mieux. Oui, bah, carrément. Et on laisse le cyberharcèlement un peu, entre guillemets, pour les autres, même si c'est quelque chose d'important. Chacun son cheval de bataille, j'ai envie de dire. Et nous, c'est plutôt encourager pour montrer qu'on peut aussi le faire. Après, oui, c'est des choses qui existent. Et malheureusement, ce qu'on déplore, en fait, c'est qu'il n'y a pas de police de YouTube, en fait. Il y a peu de modération. Ouais. Il y a peu de modération. Et même, il y a des plateformes pour rapporter, en fait, ce genre de faits. Mais c'est minime en fait par rapport à l'ampleur que ça peut avoir parfois, parce que il suffit que, on connaît le forum, JVC, tout ça, les 18-25, les raids, et parfois en fait juste une vidéo, il suffit, parfois va y avoir 1 ou 2 commentaires, et parfois va y avoir carrément un raid avec 200 personnes qui vont vous dire la même chose et qui vont vous insulter, donc ça peut prendre des proportions très très grandes, ouais. Ça devient du harcèlement généralisé et avec un but uniquement de nuire, quoi. Donc on est sur carrément une autre étape qui peut parfois relever d'une procédure juridique, hein. On n'est pas à l'abri de ça. Donc j'imagine que comme tu parlais de positivité, c'est pas dans ça que vous allez accompagner les youtubeuses, vous allez essayer plutôt de promouvoir ce qu'elles font. Et donc là, vous avez eu beaucoup de succès avec les Pousses d'Or. Je me souviens, plus de 150 On a eu 167 candidatures. On s'attendait à en avoir une 50aine et ça a explosé. Mais c'est super. Donc c'est assez génial. Et j'ai l'impression que depuis cette rentrée 2017, votre association, votre collectif prend de l'ampleur. Vous avez des projets là pour les mois qui viennent? Alors on a plein de projets. Donc déjà on va relancer le cycle de masterclass, la saison 2 on va dire. Donc là on avait fait sur la gestion de communauté notamment. On avait fait sur la création d'une charte graphique. Et j'en oublie ici sur la musique aussi dans une vidéo. Et là on va lancer d'autres masterclass. D'accord. Et on va aussi également, alors petite exclusivité, lancer des rencontres en fait. On n'a pas encore exactement le concept, le nom du concept, mais des rencontres avec des personnes influentes, inspirantes. Voilà, ce sera des petits moments de rencontre un peu café, un peu café philo, mais sans philo, café YouTube quoi. Juste café en fait. C'est très bien parfois. Café YouTube, c'est bien aussi. Ouais, et voilà, et pour qu'il y ait rencontre et parce qu'on sait qu'en fait il y a un peu ce côté star system dont on ne veut pas. Parce que nous on veut qu'il y ait une égalité, etc. Mais forcément on sait que quand on se lance, etc., on a envie de rencontrer ceux qui ont réussi, pardon. Je la refais. Non, c'est très bien. Ceux qui ont réussi parce que c'est important pour recevoir des conseils, pour se motiver, c'est des gens inspirants et inspirantes. Et vous avez des marraines entre guillemets de l'association qui sont youtubeuses et qui vous ont un peu accompagné? Ouais, marraines, je sais pas, mais on a des gens, oui, des filles qui sont youtubeuses, et on a Léa Bordier qui faisait partie de l'association, qui était dans les fondatrices, qui a créé notamment notre documentaire qui s'appelle YouTube, elles prennent la parole, avec Lisa Miquet. On a aussi Marion Séclin qui est pas mal proche de nous, etc. Charlie Danger aussi, donc toutes les deux elles ont fait partie du jury, donc avec Corentin ici présent, qui ont fait partie du jury des Pousses d'Or justement pour départager les 10 gagnantes sur ces 167 candidatures. Oui, on a quelques, et même des parrains aussi, donc on a eu Antoine Daniel aussi qui faisait partie du jury, et puis on sait qu'on a des gens sur qui on peut compter, et puis au fur et à mesure des rencontres aussi, on a des visages qu'on retrouve dans la foule, on va dire. C'est super en tout cas. Et alors peut-être une dernière question pour toi.
Est-ce que tu aurais un appel à faire passer, la contribution à... Ouais, complètement. S'il y avait qu'un seul appel à faire passer, en fait, c'est juste, les filles, lancez-vous, parce qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, si vous avez une passion, si vous avez quelque chose qui vous fait vivre, si vous avez des études dans lesquelles vous vous plaisez, si vous avez des choses dont vous avez envie de parler, même de votre vie, en fait, ça peut toujours intéresser quelqu'un. Et puis même pour vous, en fait, ça permet de monter en compétences aussi, ça permet de s'épanouir aussi parfois. Enfin, c'est un moyen d'expression, en fait, mine de rien. Et en fait, si vous prenez pas la parole, personne vous la donnera, donc prenez-la, en fait. Complètement. On est tout à fait d'accord avec ça. Et sachez que si vous avez une chaîne que vous lancez et un concept un peu dingue, tous les mois, on fait une sélection de youtubeurs et youtubeuses sur Numérama, donc francophone. Je sais pas si on est passé vers l'anglophone. Pour l'instant, on fait que les francophones, si je me trompe pas. Voilà, on fait que des francophones. Si vous avez quoi que ce soit à nous présenter et que vous êtes super fiers de votre projet, n'hésitez pas, il pourra se retrouver dans la sélection du mois et qu'on conseille du coup à nos lectrices et nos lecteurs. Du coup, si je peux juste rajouter un truc, tu dis, si vous êtes fiers, soyez-en fiers, en fait, soyez-en fiers. Pardon. Ok, c'était super. Merci beaucoup Amélie d'être venue. Merci à nos deux journalistes, Nelly et Corentin, de m'avoir accompagné sur ce plateau. C'est déjà la fin de Club Internet épisode 4. On va se retrouver donc en novembre pour l'épisode 5, aux couleurs peut-être d'Halloween, je ne sais pas. Peut-être. Ça va faire peur. Ouh là là. Voilà, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et je vous dis à bientôt. Bye. À bientôt. À bientôt.